Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en visioconférence ce lundi 7 février 2022 à 19h30, à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim M. Mario Bessner, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière adjointe. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 7 février 2022 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Je vous cède la parole, M. Pouliot. Merci, Mme Ovington. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent. Je voudrais saluer les gens qui se sont connectés avec nous en Zoom. Nous sommes contents de pouvoir offrir aux gens la possibilité de pouvoir participer aux séances du Conseil en se connectant avec nous via Zoom. Et je salue également les gens qui vont écouter un peu plus tard via les séances qui sont enregistrées. Vous pouvez aller sur notre page web de la ville. Les séances sont disponibles à cet endroit-là. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous invite à participer en grand nombre à nos séances. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous et de nous partager vos questions lorsque vous en avez. Donc, je vais sans tarder procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour vous a été partagé. Cependant, j'aimerais vous souligner qu'au point 5, nous avons inversé le 5.4 et le 5.3. Donc, on ne les retrouve plus à la même place, mais les mêmes sujets. Et nous avons ajouté au point 10, nous avons ajouté 2 points, le point 10.5 et le point 10.6. Donc, l'ordre du jour qui vous a été partagé dans un premier temps, on le modifie. Donc, nous allons proposer l'adoption de l'ordre du jour qui respecte le règlement le 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Château-Richer, abrogeant les règlements le 499-16 et considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et en tenant compte des modifications que nous avons faites et qui renoncent à la lecture de l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le maire, Guylaine Lefrançois. Madame Guylaine Lefrançois propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié pour la séance du 7 février, tel que nous l'avons modifié. Donc, tous ceux et celles qui sont pour, vous êtes pour? Oui. Je vois des signes de la tête, des mains dans les airs. Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder maintenant au point 4 à l'adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes. Donc, nous allons adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le maire, Maxime Roberge. Merci, Robert. Donc, merci beaucoup de proposer que le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Oui, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Le point 4.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier qui a eu lieu à 18h30. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h30, et ce préalablement à la séance, considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposeuse. Je propose, Monsieur le maire, Guylaine. Donc, Guylaine Lefrançois propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022, qui a eu lieu à 18h30, soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? Oui. Parfait, merci. C'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant adopter le procès-verbal, passer à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier, mais qui a eu lieu à 18h45. Donc, que le procès-verbal du conseil municipal sont individuellement pris connaissance, que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h45, et ça préalablement à la séance, que
tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre Richard. Donc, Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h45 soit est adopté tel que présenté. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et maintenant, le dernier procès-verbal pour la séance extraordinaire du 31 janvier 2022, que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022, et ce, préalablement à la séance, considérant que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Moi, Vincent Latour. Vincent Latour, merci beaucoup. Propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 soit et est adopté tel que présenté. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 5.1, qui est les comptes généraux au 31 janvier 2022. Donc, le dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période qui s'étend du 1er au 31 janvier 2022. Nous avons un montant global de dépenses pour cette période-là de 388 042,74 $. Ça inclut en réalité les salaires de janvier 2022 là, qui étaient de 128 442 128 442 et 75 sous. Donc, dans les dépenses les plus importantes, nous avons la coopérative d'informatique municipale, là, donc c'est du soutien technique là, pour l'année 2022. Donc, il y en avait pour 7 898,86 $. Nous avons aussi les services Matrec, dont la collecte résidentielle et commerciale. Nous en avons pour 25 178,08 $. Nous avons aussi comme dépense importante pour la ville de Saint-Anne-de-Beaupré, donc c'est l'entraide avec les pompiers. Nous en avons pour 6 450,27 $. Nous avons aussi comme dépense importante Compass Minéral Canada. Donc, c'est du sel de déglaçage. On en a pour 9 239,83 $. Et après ça, nous avons du diesel clair et contrat pré-équipement. On en a pour 5 177,72 $. Donc, c'est avec SG Énergie. Comme grosse dépense, nous avons également pour le mois le déneigement Daniel Lachance. Donc, on a 66 520,60 $. Donc, c'est pour du déneigement. Puis, il y avait 2 camions de déneigement qui avaient été utilisés pour cette période-là. Après ça, au Revenu Canada, l'Agence du revenu du Canada, il faut faire les retours. On en a pour 16 626,64 $. Ministère du Revenu, 45 323,79 $. Hydro-Québec, 18 314,41 $. Et SSQ Assurance financière, nous en avons pour 7 190,65 $. Les autres montants, c'est des montants de 3 000 et moins. Donc, ça emmène un montant total de dépenses de 259 599,99 $, plus le salaire. Donc, 388 042 comme je le disais tout à l'heure. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2022, considérant qu'en vertu de l'article 477-2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire et employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Éric Martineau. Donc, Éric Martineau propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 388 000 $ et 0,42 $ et 74 sous pour la période se terminant le 31 janvier 2022, incluant les salaires, d'autoriser le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette même liste fait foi des rapports et sur les autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière de signer tous les documents afférents. Êtes-vous d'accord avec la proposition? Oui. Oui. Non. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons aussi un deuxième rapport de comptes généraux supplémentaires pour terminer l'année de décembre en décembre 2021. Donc, il y a toujours des sous qui rentrent entre le 1er et le 31 décembre lorsqu'on finit l'année financière.
Donc, nous avons un total pour cette période-là de 9 277,29 $. Donc, on a des pièces mécaniques, on a de l'imprimerie Blouin là, pour l'impression du programme des loisirs qui est disponible et que vous avez reçu par la poste. L'équipement de survie maritime. Après ça, on a des pièces auto, bureau Veritas Canada. Donc, c'est pour les tests d'eau qu'on a fait pour notre système. Et SG Énergie, qui est du diesel clair. Et on a aussi BF Tech, là, réparation des bornes d'incendie. On en avait pour 3 182,41 $. Donc, pour un montant total de 9 277,29 $. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes supplémentaires à payer en date du 31 décembre 2021 et applicable à l'année 2021, considérant qu'en vertu de l'article 477-2 de la loi des cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Oui, je propose, M. le maire, Guylaine Lefrançois. Guylaine Lefrançois, merci. Propose que la liste des comptes complémentaires à payer totalisant la somme de 9 277,29 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2021, d'autoriser aussi le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations des dépenses et elle autorise le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Oui, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 5.3, qui est en réalité l'émission d'obligations par appel d'offres public, donc des règlements d'emprunt qui portent le numéro 390-06, le 415-10, 417-10, 416-10 et 588-20. Donc, des résolutions de concordance et de courte échéance relatives à un emprunt par obligation au montant de 2 694 000 qui sera réalisé le 17 février 2022. En réalité, ce sont des hypothèques qui venaient à échéance, des prêts et des emprunts, et nous devions les renouveler. C'est la MAMACH qui s'occupe de s'occuper des renouvellements d'emprunts. Donc, on vous souligne là, que ces renouvellements vont avoir lieu. Donc, considérant conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Château-Richer souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour le montant total de 2 694 000, comme je viens de le dire, qui sera réalisé le 17 février 2022 et réparti comme suit. Donc, on a le règlement d'emprunt 415-10 qui est pour l'usine de filtration des eaux au montant de 100 600 $ qui restait comme solde. On a le règlement d'emprunt 417-10 qui est pour des réfections sur la rue Royale et des Cimes. Donc, il y avait un solde de 1 004 600. Le règlement d'emprunt 390-06 qui concernait un camion à incendie, donc de 117 000 qui restait comme solde. Après ça, nous avions 3 résolutions d'emprunt, 416-10 pour la bibliothèque. Donc, il y a 3 résolutions d'emprunt différentes parce qu'il y avait des subventions qui venaient pour chacun des résolutions d'emprunt. C'est pour ça qu'il y en a 3. Donc, il y en a de 476 600, un autre de 241 800, l'autre de 488 400. Donc, 3 résolutions pour la bibliothèque qui était à renouveler et le camion de déneigement qui était le règlement d'emprunt 588-20 qui avait un solde de 265 000. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au alinéa 1 de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt pour les numéros que je viens de citer, la Ville de Château-Richer souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il y a des règlements qui vont terminer 1 an ou 2 plus tôt, là, ils vont terminer en 2027 environ. Donc, j'aurais besoin d'une proposeuse ou d'un proposeur. Je vais proposer.
Merci. Donc, Mme Christine Plot propose que les règlements d'emprunt indiqués au l'alinéa 1 du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 17 février 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, donc les 17 février et le 17 août de chaque année. Que les obligations ne seront pas rattachables par anticipation. Toutefois, elles pourraient être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. Et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents, de ses adhérents. Et CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier et trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation sur le plan, pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, l'avant-dernier point, que CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, CD de la Côte de Beaupré, sur le boulevard Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire trésorière de la ville de Château-Richer, tel que permis par la loi, à mandater CDS d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles ont été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivant, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numérotés les 415-10, 410-10, 416-10 et 588-20, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 17 février 2022. Au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde due à l'emprunt. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 5.4, nous avons reçu, pour le renouvellement de ces prêts-là, nous avons reçu des appels d'offres qui étaient, encore une fois, régis par le ministère des Affaires municipales. Donc, il y a eu l'émission d'obligations par appel d'offres public. Donc, les règlements qui ont fait l'appel d'offres, c'est 390-06, 415-10, 417-10, 416-10 et 588-20. Donc, il y a eu la date d'ouverture, c'était faite pour le 7 février 2022. On a eu 3 soumissions. Donc, il y avait une échéance de 3 ans et 10 mois. C'était fait par le ministère des Finances du Québec pour un montant de 2 694 000. Donc, la date d'émission sera le 17 février 2022. Donc, considérant que, conformément au règlement d'emprunt, je ne nommerai pas les numéros de la ville de Château-Richer, soit émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, considérant que la ville de Château-Richer a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 17 février 2022 au montant de 2 694 000, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission de finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi des cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
Donc, nous avons eu 3 appels d'offres. Nous en avons une de Desjardins Mobilière, la valeur mobilière Desjardins. Excusez, la valeur mobilière aussi de Banque Laurentienne et de la Banque nationale. Donc, celle qui a été retenue, le plus bas soumissionnaire, c'était valeur mobilière Desjardins, avec un taux réel de 2,65 %. Pour la Banque Laurentienne, c'était 2,71 % et pour la Banque nationale, on était à 2,71 % également. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la valeur mobilière Desjardins Inc. est la plus avantageuse, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer Alexandre Richard. Donc, Alexandre Richard propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 2 294 000 de la ville de Château-Richer soit adjugée à la firme Valeur mobilière Desjardins Inc., que demande soit faite à ces dernières de mandater le service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous avons aussi le renouvellement du contrat d'assurance à 5,5 du 1er mars 2022 au 1er mars 2023. Donc, considérant la réception d'un avis de renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2023, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Éric Martineau. Mais donc, merci Éric. Éric Martineau propose le renouvellement du contrat d'assurance municipale pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2023 avec la Mutuelle des municipalités du Québec et d'autoriser le paiement de la facture au montant de 101 782,02 taxes de 9 % incluses. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau du point 6, nous allons voir les suivis des dossiers et les points d'information. À ce point-ci, j'aimerais rappeler aux gens que les autobus plus mobiles sont gratuits jusqu'en décembre 2022. Donc, nous avons, avec la MRC, là, contribué à rendre gratuits les autobus pour les gens. Donc, j'invite les gens à le publiciser et à l'utiliser plus mobile. J'aimerais aussi annoncer qu'il va y avoir une subvention. Il y a un résident sur la rue Royale également, là, suite à nos séances de la MRC. On a eu l'information qu'il y a un résident qui a eu une subvention là, pour restaurer sa maison patrimoniale. Et également, comme suivi de la MRC, nous avons aussi, je vous informe qu'il va y avoir aussi une identification des propriétés là, patrimoniales qui va être faite là, pour 2026. Donc, c'est une demande du ministère pour identifier et répertorier toutes les maisons, là, les propriétaires de maisons patrimoniales. Donc, ça va être fait. Il y a aussi pour le Château-Blanc, on sait que nous avions mis sur la glace un peu le projet du Château-Blanc à cause de la situation de la pandémie, les règles sanitaires, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Donc, comme vous le savez, les règles ont un petit peu changé, ça s'est assoupli un petit peu, tant mieux. Mais on l'a su, nous, la semaine passée, là, que finalement, l'activité aurait pu avoir lieu.
sauf que c'est une activité qui se prépare à partir du mois de novembre. Il faut prendre des engagements aussi financiers auprès de différents organismes qui participent à cette fête-là. Donc, comme c'était incertain, nous n'avions pas pris d'engagement à ce niveau-là. Par contre, il va y avoir un parcours ludique là, dans lequel nous sommes engagés avec une entreprise et le parcours ludique va être mis en place et il va être disponible là, pour une période d'1 mois qui va être de 18 février au 18 mars. Entre-temps, il y a différentes activités qui vont avoir lieu aussi à la patinoire avec des soirées là, particulières. Vous allez pouvoir consulter le site, la page web là, de la ville là, pour pouvoir aller chercher l'information. Et je tiens à vous rappeler également là, que la glissoire ou la glissade ou la pente près de la patinoire, là, elle est opérationnelle et les gens peuvent aller glisser en famille là, et pouvoir en profiter. Donc, voici pour les points d'information. Maintenant, nous allons passer au point 7, qui est l'adoption de règlement. Donc, l'adoption du règlement et la présentation là, du code d'éthique. Nous avons fait la motion, une séance du mois de janvier. Et je vais laisser M. Alexandre Richard vous en faire la présentation du règlement pour ce qui est du code d'éthique et de déontologie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, effectivement, le 31 janvier 2021, on avait déposé, dans le fond, le projet de règlement là, du Code d'éthique et déontologie des élus de la ville de Château-Richer. C'est un code d'éthique qu'on doit renouveler là, environ 3 ans. Donc, c'est un renouvellement normal là, qui est demandé par le gouvernement. Alors, bon, le Code d'éthique, je vais en faire une présentation, en fait, un survol. Un bon survol là, pour quand même donner une bonne idée. On ne l'avait pas fait la dernière fois. On voulait laisser les gens prendre le temps de le lire. Cependant, étant donné qu'on va l'adopter aujourd'hui, je vais en faire une lecture un peu plus complète. Donc, le Code d'éthique de déontologie des élus de la ville de Château-Richer, évidemment, il s'applique à tout membre du conseil de la ville de Château-Richer. Le but du code, en fait, à l'article 3, le but du code, c'est d'accorder la priorité aux valeurs qui font les décisions d'un membre du conseil de la municipalité, de contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. C'est aussi d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus, de façon générale dans leur conduite là, à ce titre. Ça sert aussi à prévenir les conflits éthiques, puis s'il en survient, d'aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Et enfin, c'est d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques s'il y a lieu. Donc, quelles sont les valeurs que j'ai nommées aux 2 premiers points? Les valeurs de la municipalité, je n'en ferai pas la description, je vous invite à le lire au besoin, mais c'est évidemment l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. Donc, c'est les valeurs sur lesquelles on se base. Maintenant, pour l'application des règles de conduite, bien évidemment, l'application de ces règles-là qu'on va développer doit être faite là, quand on travaille au sein de la municipalité en tant que membre du conseil, mais aussi lorsqu'on siège là, dans un autre organisme en qualité de membre du conseil, donc la régie, lors des différents comités qu'on a, là, à ce moment-là, les règles de conduite s'appliquent toujours à nous, évidemment. L'objectif, dans le fond, c'est l'objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, donc les conflits d'intérêts. On va en reparler davantage là, dans le prochain point. Toute situation qui irait à l'encontre des articles 204 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le favoritisme, la malversion, les abus de confiance ou autres inconduites. Donc, c'est pour prévenir là, ces différents points-là. Allons plus en détail dans les conflits d'intérêts. Je pense que c'est le gros morceau, en fait, de ce code d'éthique-là. Donc, je vais en faire plus une lecture là, complète. Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir, d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, évidemment, ou d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est interdit aussi à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, encore une fois, de toute autre personne.
Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour toute autre personne quelques avantages que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Enfin, tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.3.4 doit recevoir, dans le fond, quand la valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire trésorier de la municipalité. La déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et circonstances, dans le fond, pour être le plus transparent possible. Un membre ne doit pas avoir sinon un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou d'un organisme. Dans le fond, dans le code d'éthique que vous pouvez consulter sur notre page web de la Ville, on montre en fait quand est-ce qu'un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt. On a près de 11 points en fait, qui décrit quand est-ce qu'un membre est reconnu ne pas avoir un tel intérêt. Dans le cas où un membre du conseil aurait, dans le fond, le membre qui est présent à une séance au moment où doit être pris en considération une question dans laquelle il est directement ou indirectement, il y a un intérêt pécuniaire particulier, il doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur la question. Puis il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote. Dans le fond, il avise le conseil là, qui a un intérêt particulier là, pécuniaire. Là. Une fois qu'il l'a dit, il se retire, il ne peut pas voter, il ne peut pas délibérer, quoi que ce soit. Dans le cas où, par exemple, le membre ne pourrait pas participer au conseil là, avant, bien, il va devoir néanmoins aviser qu'il y avait un intérêt pécuniaire là, à la question, malgré qu'il n'a pas été présent lors du conseil. En 5.4, l'utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé à l'article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. Maintenant, communication ou renseignement confidentiel. Donc, il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer là, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si, évidemment, la décision finale relativement à ce projet a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Après mandat, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. Il est interdit aussi à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tierce un bien appartenant à la municipalité. Comment on va contrôler, dans le fond, les mécanismes de contrôle s'il y a un manquement à ce code de déontologie? Bien, évidemment, le premier point, c'est la réprimande. Ensuite, s'il y a lieu, la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la commission municipale de tout don qu'il aurait pu recevoir et qu'il n'aurait pas verbalisé, de la marque d'hospitalité, de l'avantage reçu, de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qui a duré le manquement à une règle. Et enfin, là, la suspension possible, tout dépendant de la décision qui a été prise, du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Puis, cette suspension-là ne peut pas avoir effet, passer son mandat. Donc, ça, c'est des grandes lignes. Maintenant, dernier point, l'article 7, là, dans le fond, on dit que la consultation par les membres du conseil des conseillers à l'éthique. Dans le fond, si jamais il arrive une situation où on n'est pas trop sûr de l'application du code d'éthique, qu'on va avoir davantage de détails,
tout membre du conseil est autorisé à consulter l'une ou l'autre des personnes apparaissant sur la liste des conseillers à l'éthique et à la déontologie en matière municipale dressée conformément à l'article 35. Donc, on a le droit à avoir une consultation auprès de ce conseiller. La charge va à la municipalité jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 5 000 $ pour M. le maire et de 3 000 $ pour un conseiller. Important de préciser là, que, dans le fond, l'opinion obtenue là, par le membre du conseil là, suite à sa rencontre, à sa consultation avec un conseiller à l'éthique, il appartient à ce membre du conseil. Cette opinion est protégée par le secret professionnel, un peu comme une relation avocat-client, de sorte que c'est seulement le membre qui a parlé avec le conseiller à l'éthique là, qui peut la rendre publique à sa discrétion. Puis, toutefois, le membre du conseil qui décide de rendre publique l'opinion là, qui a ainsi obtenue là, doit en déposer copie auprès du greffier de la ville. La Ville de Château-Richer s'engage à assumer la défense de toute personne visée par les mécanismes d'application et de contrôle prévus à la loi sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale, qui serait fondée sur l'allégation d'un manquement qu'on a parlé plus tôt, de cette personne à une règle prévue au présent code d'éthique et de déontologie, alors que cette personne était membre du conseil municipal de la Ville. Les modalités entourant la défense ou la présentation de cette personne fait l'objet déjà d'articles prévus dans la loi là, sur les cités et les villes. Que je passerai vite. Donc, ça fait pas mal le tour sur le code d'éthique. Évidemment, j'ai passé rapidement, mais je pense que ça donne une bonne idée. Évidemment, il reste, comme je vous avais dit tantôt, disponible là, sur Internet et vous pouvez aussi en avoir une copie, là, je pense, là, à l'Hôtel de Ville. Alors, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale entre en vigueur le 2 décembre 2010, nous impose là, aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus. Considérant l'application des règlements passés depuis le 7 novembre 2011, donc tous les 3 à 4 ans, là, on a eu des codes d'éthique qui ont été faits. Considérant l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant qu'un avis de motion là, du présent règlement a été préalablement donné, et cela extraordinaire du 31 janvier par moi-même. Concernant la présentation du projet de règlement lors de la séance extraordinaire du 31 janvier par monsieur le maire, en fait, et moi-même aujourd'hui. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement 595-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Château-Richer, qui remplace le règlement passé, le 548-18, adopté aux mêmes fins. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'Alexandre Richard? Oui. Oui, parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant au point 7.2, qui est le règlement 596-22 imposant les taxes et exigences des compensations pour les rencontres, pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'année financière 2022. Donc, je vais passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois pour en faire une présentation. Oui, merci, M. le maire. Donc, règlement numéro 596-22 imposant des taxes exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville de l'exercice 2022. Le règlement comprend ce qui suit. Alors, une variété de taux de taxes foncières générales pour 2022. Aux fins du présent règlement, il est créé 4 catégories d'immeubles pour lesquelles la Ville fixe, pour chacune, un taux de la taxe foncière conformément à la loi sur la fiscalité municipale, à savoir la catégorie résiduelle, la catégorie immeuble non résidentiel, la catégorie immeuble de 6 logements et plus, la catégorie immeuble industriel. Alors, une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Ensuite, concernant l'assainissement des eaux, alors taxes pour égouts. Alors, d'une façon non limitative, les secteurs et immeubles visés aux fins de pourvoir au remboursement annuel du capital et des intérêts de l'emprunt contracté par la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, d'Ange-Gardien, Château-Richer pour l'assainissement des eaux usées, ainsi que les dépenses inhérentes à l'entretien et à l'opération de l'usine et des postes de pompage. Aussi, les taxes d'aqueduc. Alors, pour pourvoir au remboursement annuel du capital et des intérêts des emprunts contractés pour l'établissement du réseau d'aqueduc,
et ainsi que pour les dépenses inhérentes à l'entretien et l'opération du dit réseau, il est, par les présentes, imposé et sera prélevé sur tous les biens-fonds desservis par le dit réseau les taxes de compensation. Concernant l'égout sanitaire, alors pour pourvoir partiellement au remboursement annuel du capital de l'emprunt contracté pour l'établissement d'un réseau d'égouts au paiement des intérêts et rencontrer les dépenses afférentes à l'entretien et à l'opération du réseau, il est imposé, il sera prélevé, un taxe de compensation suivante par unité d'habitation sur les immeubles bénéficiant actuellement du service de réseau d'égouts. Concernant la collecte et destruction des ordures, alors aux fins de pourvoir au paiement des dépenses faites par la Ville pour l'opération de ce service, une taxe de compensation pour le service de collecte et de destruction des ordures des établissements résidentiels, saisonniers, commerciaux et industriels, taxe de compensation pour certains immeubles exempts de taxes foncières, en compensation des services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières. Aussi, de l'information concernant colporteurs, vendeurs itinérants. Alors, toute personne qui réside à l'extérieur des limites de la ville et n'ayant pas d'établissement de commerce de détail et qui désire exercer le métier de colporteur ou de vendeur itinérant dans les limites de la ville doit se procurer au préalable un permis émis à cette fin par le fonctionnaire désigné de la ville. Fonds de roulement. Alors, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt du règlement de fonds de roulement. Ensuite, vidange fosse septique. Alors, conformément au règlement numéro 587-20 relativement à la gestion des systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées et aux fins de pourvoir au paiement des dépenses faites par la Ville pour l'opération de ce service, il est, par les présentes, imposé et sera prélevé sur tous les biens-fonds desservis par le dit service. Quoi? Modalité de paiement. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? Oups. Non, OK, c'est bon. Je continue. OK. Alors, vous m'entendez toujours bien? Je veux juste être sûre. Oui, ça va. OK, parfait. Alors, modalité de paiement. Donc, les taxes foncières générales et spéciales et les compensations imposées ou exigées en vertu du règlement sont payables en 4 versements égaux de la façon suivante. Alors, le 15 avril 22, le 15 juin 22, le 15 août 22 et le 17 octobre 22. Notez que des pénalités sont prévues au règlement pour les retards sur les taxes impayées. Alors, considérant qu'il y a lieu pour la Ville d'imposer ou d'exiger et de prélever des taxes et compensations nécessaires pour se procurer le revenu pour rencontrer les dépenses prévues à son budget de l'année 22, considérant qu'en vertu de l'article 244.29 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 31 janvier 22 pour la présentation du présent règlement, considérant que lors de la tenue de cette même séance extraordinaire, le Conseil municipal a présenté et déposé le projet de règlement numéro 596-22 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2022, évidemment. Alors, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture séance tenante, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 7 février 2022, conformément à l'article 356 de la loi, considérant que des copies de règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur la cité et ville, je propose d'adopter le règlement 596-22 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2022. Merci beaucoup de la présentation. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Mme Lefrançois? D'accord. Parfait. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Nous allons passer maintenant au point 8 sur le service de l'urbanisation, de l'urbanisme. Donc, je vais laisser la parole à M. Éric Martineau. Bonjour. Bon, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Le service de l'urbanisme a fait parvenir au conseil municipal, et ce, préalablement à la séance, le compte-rendu de la rencontre ordinaire tenue le 25 janvier 2022 par le comité consultatif d'urbanisme. Le point 8.2, implantation du modèle de jumelé Saint-Laurent, montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour prolonger l'implantation du modèle de jumelé Saint-Laurent sur le côté droit de la montée du parc, considérant que le modèle de jumelé Saint-Laurent est déjà implanté jusqu'aux 40 montées du parc, considérant que 4 nouveaux jumelés seraient implantés au bas du 40 montées du parc, de chaque côté de la station de pompage, considérant que les recommandations et les avis du comité consultatif d'urbanisme permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, considérant que le comité consultatif d'urbanisme est un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, considérant que conformément à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à l'implantation de 4 nouveaux jumelés Saint-Laurent au bas de la montée du parc, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Les 2 premiers jumelés implantés au sud du 40 montée du parc pourront être construits avec les mêmes matériaux que ceux déjà implantés sur la montée du parc. Les 2 jumelés suivants implantés au bas de la station de pompage devront être représentés pour appropriation au CCU avec des matériaux qui s'agencent au modèle Alba, Luxe et Limen du bas de la montée du parc. Cet agencement des matériaux au modèle de jumelé prévu au bas de la montée du parc permettra de maintenir le caractère distinctif de l'entrée du secteur Havre-sur-Saint-Laurent. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'implantation de 4 nouveaux jumelés Saint-Laurent au bas de la montée du parc, sous réserve du commentaire formulé par le CCU. Merci, M. Martineau. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la proposition? Ils sont d'accord. Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au point 8.3, M. Martineau. Oui. Ajout d'une remise aux 2 rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence 6 aux 2 rue de la Promenade. Considérant que le revêtement de la remise serait du fibrociment brun comme celui utilisé sur la résidence principale et que la porte et la fenêtre de la remise seraient noires, que la toiture sera en pente vers l'arrière et recouverte de bardeaux d'asphalte noir. En conséquence, il est proposé par moi-même, Éric, que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise aux 2 rue de la Promenade. Merci beaucoup. Qui sont ceux et celles qui sont pour? Oh, merci. C'est adopté à l'unanimité. 8.4, M. Martineau. Oui, 8.4. Ajout d'une remise au 7640 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière du bâtiment commercial au 7640 boulevard Sainte-Anne. Considérant que la remise sera aménagée à partir d'un conteneur maritime de 2,44 mètres de large et de 12,19 mètres de longueur. Considérant que la remise sera recouverte d'un revêtement de tôle bleu-gris similaire à celui du bâtiment principal et que la porte d'origine du conteneur serait conservée. Considérant que la toiture serait en pente sur le côté et recouverte de tôle. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise au 7640 boulevard Sainte-Anne et formulé le commentaire suivant.
Le remplacement de la porte d'origine du conteneur n'est pas demandé par les membres du CCU puisque la remise sera située dans un secteur commercial et que la porte sera dissimulée derrière le bâtiment et donc non visible de la rue. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise au 7640 boulevard Sainte-Anne sous réserve du commentaire formulé par le CCU. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Ça va? Bon, bien, merci. C'est adopté à l'unanimité. 8.5, M. Martineau? Ajout d'une remise au 18 rue du Sceau. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence sise au 18 rue du Sceau, considérant que le revêtement de la remise serait du vinyle royal de couleur semblable au fibrociment éteint se trouvant sur la résidence principale, considérant que la porte double de la remise serait en acier noir et que les fenêtres seraient en PVC noir, considérant que la toiture serait à 2 versants et recouverte de bardeaux d'asphalte noir, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise au 18 rue du Sceau, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Dans le secteur de Havre-Saint-Laurent, l'utilisation de revêtements de vinyle n'est pas souhaitable. Le revêtement de la remise devra être identique au revêtement de la résidence, soit du fibrociment couleur éteint vieilli. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise au 18 rue du Sceau, sous réserve du commentaire formulé par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? D'accord. Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons, M. Martineau, au point 8.6. Ajout d'une remise au 28 rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence sise au 28 rue de la Promenade. Considérant que le revêtement de la remise serait du mébec brun comme celui utilisé pour la résidence principale et qu'une insertion de 1 mètre de haut de maçonnerie grise serait possiblement ajoutée en façade, considérant que la porte et la fenêtre de la remise seraient noires, considérant que la toiture serait à 2 versants en bardeaux d'asphalte noir et qu'un appentis de 1,2 m en bardeaux d'asphalte noir serait ajouté à l'arrière de la remise, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise au 28 rue de la Promenade, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Les poutres soutenant l'appentis situées à l'arrière de la remise devront être peintes en noir ou recouvertes de métal noir, comme les poutres du porche en façade de la résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise au 28 rue de la Promenade sous réserve du commentaire formulé par le CCU. Merci beaucoup de la présentation. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant la parole à M. Vincent Latour pour faire la présentation du point 8.7. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, 8.7, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 99 Montée du Parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 99 Montée du Parc, considérant que la superficie, la hauteur, les revêtements, la toiture et le porche, respectent les critères établis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 99 Montée du Parc, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 99 Montée du Parc. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? D'accord. Ça va. Donc, merci. C'est adopté à l'unanimité. 8.8, M. Latour. Oui, 8.8, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 105 Montée du Parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 105 Montée du Parc, considérant que la superficie, la hauteur, les revêtements, la toiture et que les commentaires émis par le CCU sont respectés,
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 105 montée du parc, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 105 montée du parc sous réserve des commentaires formulés par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 8.9, M. Latour. Même chose. Construction d'une résidence unifamiliale jumelée aux 3 et 5 rue Place des Galets. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale jumelée de 2 étages aux 3 et 5 rue Place des Galets, considérant que la superficie, la hauteur, les revêtements, la toiture et que les critères sont respectés, donc sont préétablis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme CCU a émis le 25 janvier une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale jumelée de 2 étages aux 3 et 5 rue Place des Galets, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale jumelée de 2 étages aux 3 et 5 rue Place des Galets. Merci beaucoup. Ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.10, M. Latour. Oui, effectivement. 8.10, on suit bien. Construction d'une résidence bifamiliale sur la route de Saint-Achillé, lot 5 755 690. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence bifamiliale de 2 étages sur la route de Saint-Achillé du Dilo, considérant que la superficie, la hauteur, revêtement et la toiture sont respectés et que les commentaires émis par le comité consultatif sont respectés, il est proposé par moi, Vincent, que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence bifamiliale de 2 étages sur la route Saint-Achillé sous réserve des commentaires formulés par le CCU. Merci beaucoup. Ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.11, M. Latour. Oui. Construction d'une résidence unifamiliale isolée au 1A rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'1 étage au 1A rue de la Promenade, considérant que la superficie, la hauteur, le revêtement et la toiture, ainsi que les recommandations faites auprès de la demande sont respectées. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'1 étage au 1A rue de la Promenade, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'1 étage au 1A rue de la Promenade sous réserve des commentaires formulés par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. 8.12, M. Latour. Oui. Ajout d'une nouvelle enseigne sur le socle au 7146 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une enseigne sur colonne au 7146 boulevard Sainte-Anne, considérant que la hauteur, que la structure, que le lettrage, que l'éclairage sont respectés et que le bâtiment ne fait pas partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré, considérant que les commentaires faits par le CCU seront respectés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 25 janvier 2022 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une enseigne sur colonne au 7146 boulevard Sainte-Anne, conditionnellement au respect des commentaires préalablement écrits, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une enseigne sur la colonne au 7146 boulevard Sainte-Anne sous réserve des commentaires qu'on a préalablement formulés au CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Ce qui met fin au point 8 là, concernant les suivis avec le CCU. Merci beaucoup, M. Martineau et M. Latour pour les présentations. Maintenant, nous allons passer au point 9.1, 9 qui est les ressources humaines, donc 9.1 qui est l'embauche d'un inspecteur municipal. Donc, considérant l'adoption de la résolution 221-1511-199, prenant acte de la démission de Mme Camille Gérard-Dionne en tant qu'inspectrice municipale, considérant l'offre d'emploi affichée publiquement pour combler ce poste, considérant que le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant que la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de M. Nicolas Audet, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, considérant que M. Nicolas Audet débutera l'emploi à temps partiel afin de compléter ses études et qu'une entrée à temps plein est prévue pour le 22 juin 2022. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire, Maxime Auberge. Merci, M. Roberge. Donc, M. Roberge propose qu'on procède à l'embauche de M. Nicolas Audet à titre d'inspecteur municipal. Ceux et celles qui sont d'accord. Je suis d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 9.2, qui est l'embauche d'un stagiaire en urbanisme. Donc, en considérant l'adoption de la résolution 2021-1511-199, prenant acte de la démission de Mme Camille Gérard-Dionne, en tant qu'inspectrice municipale, considérant que l'offre d'emploi affichée publiquement pour combler ce poste, considérant le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant que M. Nicolas Audet débutera l'emploi à temps partiel à compter du 29 juin 2022, considérant que Mme Yvette Ishimo a démontré lors du processus d'entrevue qu'elle possédait aussi les capacités afin d'occuper le poste, considérant qu'une subvention est disponible jusqu'à concurrence de 100% du salaire minimum afin de couvrir cet emploi pour une période de 7 mois. Considérant que Mme Ishimo aura un horaire à temps plein et pourra couvrir la période d'absence de l'inspecteur municipal, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose, M. le maire, Guylaine Lefrançois. Donc, il est proposé par Mme Guylaine Lefrançois de procéder à l'embauche de Mme Yvette Ishimo à titre de stagiaire en urbanisme pour une durée de 7 mois, un maximum de 7 mois, au taux horaire habituel pour les stagiaires en urbanisme qui est de 18 de l'heure. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Signature du contrat de travail de directeur général adjoint et greffier. Donc, c'est un contrat qu'on a mis, qu'on va signer, qu'on vous propose pour M. Jean-François Gervais. Un contrat pour une période indéterminée d'1 an. Donc, M. Gervais est entré en fonction aux alentours du 15 novembre dernier. Donc, dans 1 an, nous allons réévaluer la situation. Nous avons favorisé l'embauche de M. Jean-François Gervais, comme on vous l'avait dit, à l'interne, parce qu'on voulait favoriser aussi la possibilité d'accéder à d'autres postes. Et M. Gervais aussi détient une bonne expérience de la ville de Château-Richer. Donc, considérant la nomination de M. Jean-François Gervais à titre de directeur général adjoint et greffier, donc c'est la résolution 221-1511-203, considérant qu'il y a lieu d'établir des conditions de travail harmonieuses avec les cadres, avec les employés cadres. En conséquence, j'aurais besoin de quelqu'un qui proposerait la recommandation. J'ai proposé. Oui, Mme Christine Plot propose d'autoriser le maire, M. Genoux Pouliot, et le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à intervenir avec le directeur général adjoint et greffier, M. Jean-François Gervais. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Le point 9.4, qui est la nomination de Mme Nancy Laferrière à titre de bénévole sur le comité des loisirs.
Donc, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance d'informer, sensibiliser, mobiliser et inspirer les citoyens de la ville de Château-Richer aux bienfaits du développement physique et intellectuel dans un esprit de mieux-être et de partage communautaire, considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer une nouvelle bénévole au sein du comité des loisirs, j'aurais besoin d'une proposeur. Madame Christine Plot propose que la ville de Château-Richer procède à la nomination de Madame Nancy Laferrière à titre de bénévole au sein du comité des loisirs. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est beau, bon, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Maintenant, le dépôt des listes, au point 10, dépôt des listes des donateurs et des rapports de dépenses et des candidats aux élections municipales. Je vais passer la parole à M. Maxime Roberge pour la présentation. Je pense que c'était pour l'autre point, ça, M. Pouliot. C'est les rapports de dépenses. Là. OK. Bon, ben, je vais faire le rapport de dépenses. Allez-y, je regarde l'autre. Donc, je vais présenter le point 10, qui est le dépôt des listes des donateurs et des rapports de dépenses des candidats aux élections municipales de 2021. Donc, en vertu de l'article 513-2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les trésorières ont fait le dépôt officiel de 16 formulaires, liste des donateurs et rapports des dépenses dûment complétés et signés. Donc, nous avons eu le dépôt des personnes, des dépenses des gens, qui est Mme Caroline Patry-Jonca. Nous avons reçu le dépôt aussi de Mme Christine Plot, de M. Eugène Pouliot, de M. Jean-Pierre Caron. Nous avons également reçu le dépôt de M. Jérôme Béraud, de M. Maxime Roberge, Mme Josée Mercier, Mme Caroline Thibault, M. Vincent Latour, M. Alexandre Richard, M. Danny Vézina, M. Vincent Bourgeois, M. Éric Martineau, M. Nicolas Houd, Mme Katia Cochon et Mme Guylaine Lefrançois. Donc, on vient de vous donner le nom des gens qui avaient fait leur dépôt de la dépense électorale. Chaque personne a reçu copie de son dépôt qu'il a fait, puis on invite les gens à conserver leurs documents pour les 7 prochaines années. C'est important, c'est ce qui est prévu au niveau d'élections au Québec. Maintenant, je vais passer au point 10.2 et je vais laisser la parole à M. Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Donc, point 10.2, nomination de conseillères et conseillers sur divers comités et octroi des dossiers. Considérant l'adoption des résolutions numéro 2021-1511-205, 2021-1511-206, 2021-1511-207, 2021-1511-208 et 2021-1511-211, nommant les représentants municipaux sur divers comités, considérant que des modifications et des ajouts doivent être apportés aux dites résolutions, notamment suite à la tenue d'élections partielles, considérant que le Conseil juge opportun de mandater des représentants en fonction des divers dossiers municipaux. En conséquence, je propose de nommer les conseillères et les conseillers aux comités et dossiers suivants. Donc, je vais en faire la lecture des différents dossiers là, qui ont été attribués. Donc, M. Pouliot, bien évidemment, est notre maire et il est d'office le membre de tous les comités là, au niveau de la ville et au niveau régional. Au siège numéro 1, M. Vincent Latour sera responsable du dossier sport, loisirs et qualité de vie. Siège aussi au CCU, le comité consultatif d'urbanisme. M. Latour est aussi à la régie intermunicipale de l'ARENA et il est au comité loisirs, sport et culture comme représentant des élus. Au siège numéro 2, M. Éric Martineau, responsable du dossier voirie, infrastructures publiques et urbanisme. Donc, il est président du comité consultatif d'urbanisme. M. Martineau s'occupera aussi là, du Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer. Mme Christine Plot, conseillère au siège numéro 3, s'est vu octroyer le dossier de la culture, vie communautaire et patrimoine. Donc, Mme Plot sera au Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer avec M. Martineau. Elle sera aussi la représentante des élus à l'espace culturel Richard Véraud, qui est notre bibliothèque.
Elle sera avec M. Latour aussi au comité Loisirs, Sport et Culture et elle sera notre représentante sur la politique familiale au niveau régional. Pour ce qui est de moi-même, M. Robert, donc maire suppléant, je suis aussi responsable du dossier environnement et transport collectif. Je siège à la régie de l'assainissement des eaux usées avec les gens de l'Ange-Gardien de Beauchâtel. Avec M. Latour, je serai aussi représentant de Château-Richer à la régie intermunicipale de l'ARENA, responsable aussi du dossier Plus Mobile, qui est au niveau régional, et à la MRC aussi, là, avec M. Pouliot, ou lorsque M. Pouliot sera absent. M. Alexandre Richard, conseiller au siège 5, est notre responsable de l'information citoyenne et de la sécurité publique. M. Richard siège avec moi aussi à la régie de l'assainissement des eaux usées avec l'Ange-Gardien Beauchâtel. Et pour ce qui est de Mme Guylaine Lefrançois, notre conseillère au siège 6, elle est notre responsable des finances et du développement économique et elle est représentante de Château-Richer à l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Donc, Monsieur le maire. Merci beaucoup de la présentation. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation. Ça va. Donc, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, nous allons passer au point 10.3, qui est autorisation de lancer divers appels d'offres. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer souhaite se procurer certains biens et services, considérant que les crédits budgétaires sont disponibles en 2022 pour les acquérir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Éric Martineau. Donc, Éric Martineau propose d'autoriser le directeur général par intérim, le directeur général adjoint ou les fonctionnaires ci-dessous et à procéder au lancement d'appels d'offres sur invitation ou sur le service électronique d'appels d'offres SEAO pour les projets suivants au cours des prochaines semaines et prochains mois. Donc, il va y avoir appel sur le transport par autobus pour les camps de jour. Ça va être Mme Marie-Michel Thibault qui va s'en occuper. Il va y avoir aussi appel d'offres pour les glissières sur la route Saint-Achillée. Ça va être M. Roch-Cloutier. Les toitures de surpresseurs du domaine Champêtre, ça va être M. Roch-Cloutier. Audit de la chaîne de traitement des eaux potables dans son entièreté à l'usine de traitement des eaux potables. Donc, ça va être M. Claude Junior, Tremblay-Bégin. Calcul des débits quotidiens d'eau usée pour les bénéfices de la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, l'Ange-Gardien et Château-Richer. Donc, ça va être M. Jean-François Gervais qui va faire le suivi dans ce dossier-là. Balayage des rues, M. Roch-Cloutier va faire le suivi. Linage des rues, M. Roch-Cloutier également. Changement des fenêtres de l'hôtel de ville, M. Jean-François Gervais. Amélioration intérieure de l'hôtel de ville, M. Jean-François Gervais, pour faire le suivi. Le forage pour entretien d'une conduite d'eau dans le secteur 83-87 sur l'avenue Royale, M. Roch-Cloutier. Et clôturer la prise d'eau de l'usine de filtration. Ça va être M. Claude Junior Tremblay-Bégin qui fera le suivi dans ce dossier-là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation? Oui. Oui, donc, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 10.4, utilisation du local 105 du centre communautaire Olivier Letardy. Nous avions reçu une demande pour pouvoir occuper ce local pour faire du rangement, pour s'en servir comme entrepôt. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer est en présence d'une demande des Chevaliers de Colomb de Château-Richer afin d'utiliser un local vacant au centre communautaire Olivier Tardy pour entreposer du matériel, considérant que le conseil municipal juge opportun de permettre à cet organisme d'utiliser le local, je propose que l'utilisation du local vacant 105 par les Chevaliers de Colomb de Château-Richer pour y entreposer du matériel et que la modification soit apportée au bail intervenu entre les Chevaliers de Colomb et la Ville de Château-Richer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette recommandation? D'accord. Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer au point 10.5, une demande d'aide financière Emploi Québec. Je vais laisser Mme Guylaine Lefrançois faire la présentation, s'il vous plaît.
Oui, merci. Alors, considérant l'embauche de Mme Yvette Ishimo à titre de stagiaire en urbanisme, considérant qu'une subvention est disponible jusqu'à concurrence de 100% du salaire minimum afin de couvrir cet emploi pour une période de 7 mois, alors je propose d'autoriser la responsable de l'urbanisme, Mme Catherine Perron, à effectuer les démarches auprès d'Emploi Québec pour l'obtention de l'aide financière et à signer tout document officiel concernant le projet, et ce, avec le gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 10.6. Je vais laisser M. Roberge faire la présentation. Oui, merci, M. le maire. Donc, point 10.6, l'allocation de la surface de décaqué par Décaqué Côte-de-Beaupré. Donc, considérant la demande de l'organisme Décaqué Côte-de-Beaupré pour louer la surface de Décaqué les samedis et 3 soirs par semaine pendant l'été, considérant que la Ville déterminera la tarification en fonction des améliorations à apporter pour la tenue de cette activité. Donc, je propose d'autoriser la location de la surface de Décaqué à M. Jean-François Anger, propriétaire gestionnaire de Décaqué Côte-de-Beaupré, à un coût au moins égal à la dépense de la Ville pour rendre l'endroit propice à la tenue de cette activité. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? Je suis d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 11, qui est les correspondances. Nous avons reçu un avis d'audit de conformité, le directeur général là, au niveau municipal. Donc, on va faire un audit là, pour voir si nous avons bien suivi les procédures là, concernant la transmission des rapports financiers. Il y a 100 et quelques municipalités là, qui ont été pigées au hasard pour faire, avoir une supervision, faire l'audit. Donc, ça va être fait sous peu. Et on vous fera un rapport là, dès qu'on aura les résultats de cet audit-là. Donc, ça conclut les correspondances. Nous sommes maintenant rendus au point 12, qui est la période de questions. Madame Ovington, est-ce que nous avons reçu des questions? Non, on n'a aucune question. Je m'excuse, mon micro. Aucune question que moi j'ai reçue. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés avec nous qui ont peut-être manifesté l'intention de poser une question? On levé la main, on ne voit rien? On ne voit, il n'y a pas personne qui a levé la main? Non? Non. Bon, merci beaucoup. Donc, ça clôt la période de questions. Maintenant, nous allons procéder à la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour faire la levée de la séance. Je propose Alexandre Richard. Merci. Donc, Alexandre Richard propose que la séance soit levée à 20h47. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde de votre participation et à la prochaine séance du Conseil. Je vous invite à participer à grand nombre. Merci.